Allez, tu vas, allez! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, titola grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it! Joy for cycling fans! Bonjour à tous, c'est Lucas. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier de la présentation du Tour de France, de cette 108e édition de la Grande Boucle. On va vous présenter les étapes, les têtes d'affiche de chaque équipe, ainsi que nos pronostics. Et pour vous faire cette présentation, je suis toujours très bien accompagné. Comment vas-tu, Guillaume ? Ça va super, et toi? Bah écoute, ça va très bien. En faisant cette preview, je m'attendais à rien et au final, bah, je suis quand même déçu, quoi. Ouais, je vais pas te mentir que c'est pas le tour qui nous hype le plus. La start-list est sympa, mais encore une fois, moi je vois 3 coureurs se détacher, pas plus. Et le parcours, quoi. Le parcours typique du Tour de France de ces dernières années, j'ai envie de te dire, à part peut-être 1 ou 2 années, mais c'est pas le parcours le plus passionnant, quoi. Bah en fait, le départ est un peu en mode trompe-l'œil. On le verra juste après qu'il y a 2 étapes très sympas pour débuter le tour. Et après, on retourne dans les travers, entre guillemets, du Tour de France avec des étapes longues, des étapes sieste ou des étapes où l'arrivée est en descente après je ne sais combien de cols. Donc ça gâche un peu le spectacle. C'est la course la plus importante du calendrier. Donc on espère voir des surprises. En général, on s'attend souvent à beaucoup de spectacles. Pour cette année, je vais partir du postulat qu'on va se faire chier comme les autres années. Et si par hasard il devait y avoir du spectacle et on devrait être ravis, on va dire, de ce qui se passe sur ce grand tour, bah au final, bah, je finirai très content, quoi. Donc j'espère vraiment avoir tort. Ouais, pareil, comme tu dis, la première semaine, les 2 premières étapes sont intéressantes sur le final. Après, on va bouffer du plat, un chrono, et on va devoir attendre la 7e étape pour avoir des petits cols, entre guillemets. Parce que c'est des cols où je roulais quand j'étais ado. C'est vraiment au fin fond de la Saône-et-Loire et de la Nièvre. C'est vraiment des petites côtes de 2 km à 5% ou de 5 km à 5,7%. C'est pas monstrueux non plus, quoi. C'est pas des cols. Je te propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet en présentant du coup rapidement, on va dire, les différentes étapes de ce tour édition 108e. Alors la première étape, comme on disait, on s'attend vraiment à... Franchement, il peut y avoir du spectacle sur cette première étape. On rentre directement dans le bain avec une étape qui peut être très intéressante dans les monts bretons et une très belle arrivée à Landerneau en côte, 3 km à 5%. Je pense que ça peut vraiment être la côte parfaite par exemple pour un Mathieu Van Der Poel. Ouais, c'est vrai. Surtout que pour son retour, il semblait surpuissant et imbattable en fait. Même Julien à côté, je le sentais vraiment un cran en dessous, mais il y avait quand même une sacrée différence au finish après, je parle. Et je pense que sur ces 200 km, il peut y avoir beaucoup de nervosité. Donc attention aux chutes, attention aux surprises. C'est la première étape du tour, tout peut se passer. On file toujours en Bretagne pour la seconde étape. Avec encore une belle étape sur le papier. Avec l'arrivée au mur de Bretagne. Ça sera davantage une étape un peu plus sieste. Peut-être des bordures. Qui sait, on va dire en début d'étape, vu qu'on longe quand même l'océan. Et l'arrivée au mur de Bretagne, normalement c'est une côte un peu plus compliquée. On va dire c'est quand même le scénario parfait pour un Julien Alaphilippe ou un Primoz Roglic ou un Tadej Pogacar. Bien sûr, on va retrouver, je pense, les mêmes qu'à la première étape. Ça sera peut-être un peu trop dur pour un Sonny Colbrelli ou un Michael Matthews, mais il ne faudra pas les sous-estimer parce que compte tenu de leur forme, il peut y avoir des belles surprises. Troisième étape, normalement ça sera la première étape pour les sprinters, potentiellement aussi la première sieste, mais on aura peut-être vécu un très joli premier week-end, donc à voir. Quatrième étape, pareil, entre Redon et Fougères, on devrait assister à un nouveau sprint massif. Ensuite, 5e étape, première étape clé pour les hommes du général. Petit contre-la-montre de 27 km, tout plat, et les seules difficultés seront les virages. On file ensuite à la 6e étape et une nouvelle arrivée au sprint à Châteauroux.
rien à signaler sur cette étape. Ensuite, 7ème étape, celle dont je parlais, donc dans les monts en Saône-et-Loire, j'appelle ça des monts parce que même sur la carte, c'est répertorié en tant que côte. 250 km en direction du Creusot avec un final qui peut être casse-pattes et une vraie première opportunité pour les échapper ou pourquoi pas un premier numéro de Julien Alaphilippe. Peu de chance qu'il y ait des mouvements de la part des hommes du général au vu de l'étape du lendemain. Et enfin, la 8ème étape, première étape de montagne avec une arrivée au Gros Bornand. On aura une belle succession dans le final avec le col de Rome, 9 km à 9%, et le Grand Bornand qui est de 7 km et demi à 8,5%. Comme tu l'as souligné au début de la preview, petit problème, le sommet est à 25 km de l'arrivée. Ouais, donc encore une nouvelle fois, je pense que le problème, c'est que même s'il y a des grosses attaques, 25 bornes de l'arrivée, ça fait peur pour les leaders, quoi. Si on va dire tu te retrouves isolé, il peut y avoir un souci mécanique ou une connerie comme ça, donc tu peux facilement être dans la mouise, quoi. Donc je vois encore une nouvelle fois pas d'attaque. On va dire que c'est toujours le même problème pour le tour. 9ème étape, cette fois-ci, il devrait y avoir un peu plus de mouvement avec sur le papier une belle étape, col des Saisies, col du Pré, Cornet de Roseland. Mais l'arrivée à Tignes, on va dire, c'est quand même une montée assez roulante avec pas de gros pourcentage. Donc je pense qu'il va y avoir de la bagarre, mais il risque d'y avoir que très peu d'écart et c'est une étape de 145 km. Donc pourquoi pas un leader qui aurait perdu du temps sur chute ou sur le chrono, on va dire le premier chrono, il pourra peut-être attaquer très tôt et pourquoi pas créer une petite surprise. Après, comme tu dis, c'est vraiment très très roulant sur 21 km et quand tu vois le train de la Jumbo et de la Sky, moi je me souviens de la Jumbo l'an dernier quand ils avaient roulé avec Wout qui roulait, personne ne pouvait sortir. Je serais pas surpris de revenir à ce scénario-là et voir un Roglic Pogacar gagner au sprint avec un peloton de tous les favoris. 10ème étape, on reprend après le repos sur une étape de transition entre Albertville et Valence qui pourrait bien réserver une victoire pour les échappés ou pour les sprinters punchers du type Sagan. 11ème étape, on attend, on va dire, c'est l'une des étapes clés de ce tour avec le double Ventoux. Alors oui, sur le papier, ça fait rêver avec une première ascension assez longue et assez roulante, comparée à la seconde qui sera jusqu'à l'observatoire avec des pourcentages assez raides. Mais encore une nouvelle fois, le sommet il est à 25 km de l'arrivée, on va se taper 25 km de descente. Et pareil, ça ruine le spectacle. Ça ruine le spectacle. Pourquoi pas l'arrivée au-dessus du Mont Ventoux? C'est mythique à chaque fois. Je comprends pas. Ils ont voulu faire un tour pour descendeurs. 12ème étape, étape vallonnée jusqu'à Nîmes. Normalement, ça devrait passer pour les sprinters. Et c'est une étape de 160 bornes. Avant une bonne sieste, celle de la 13ème étape. 220 km entre Nîmes et Carcassonne. Et je pense arriver au sprint, quoi. Mais on est pareil, dans ces étapes longues qui franchement, c'est des siestes, quoi, tout simplement. T'allumes la télé à 10 bornes de l'arrivée, t'as rien loupé. 14ème étape, on a une belle étape vallonnée avec un col de 4 km à 20 bornes de l'arrivée. Ça peut être, je pense, une nouvelle chance pour les baroudeurs à Culone avant les Pyrénées. On file ensuite à la 15e étape et son arrivée à Andorre la veille. Première étape pyrénéenne, du coup, on reprend les choses sérieuses avec une étape en Andorre. Pas mal d'ascensions. Après, elles sont assez roulantes, mais il y aura quand même un joli col. Le col de Bexalis, 6 bornes à 9%. Encore une fois, je te laisse deviner la suite. Arrive en descente. Ah ouais, classique. Classique de son Tour de France, encore une arrivée en descente. C'est frustrant, je trouve. Après, ça va peut-être pas pour tous les coureurs, je sais pas, mais surtout qu'après, on file en repos. Et ensuite, 16e étape. 16e étape, col de Port, col de l'Accord, col de Portet d'Aspet. Ça fait rêver, peut-être, mais le dernier sommet est à 35 km de l'arrivée. Il ne se passera sans doute pas grand-chose, ou pourquoi pas... ouais, pourquoi pas, je m'imagine des attaques d'Alaphilippe dans les cols assez lointains, mais bon, je sais même pas si ce serait à son avantage. Ça paraît quand même compliqué. Ensuite, 17e étape,
Et c'est seulement la vraie première arrivée au sommet. Donc entre cette étape entre Muret et Saint-Lary avec une belle arrivée au col de Portet, 16 km à 8,7%. Il va falloir être patient pour voir notre arrivée en altitude. Et ensuite la 18e étape, encore une très belle étape, on passe par le mythique Tourmalet, on descend et on monte à Luzardiden. Peut-être l'étape reine de ce tour, on verra. C'est une étape très courte de seulement 130 km, mais potentiellement, je pense que ça peut être l'une des étapes qui fera le plus d'écart, tout simplement, parce que avec l'ascension de Tourmalet, donc le Tourmalet, ça reste, on va dire, enfin, un col mythique, et on s'attend tout simplement on va dire, c'est la dernière étape pour les grimpeurs, donc si quelqu'un veut encore monter sur le podium ou gagner le tour, va falloir sortir, on va dire, ce qui leur reste dans leur poche, hein, et vraiment attaquer et sortir vraiment un numéro. Et ça risque d'être dur même avant le Tourmalet parce que ça risque de rouler très très fort. Vu que c'est une étape courte, voilà, il faudra être patient pour avoir du spectacle. Peut-être qu'on aura des bordures dans les premières semaines, hein. Ça on n'en a pas parlé, mais ça on verra au jour le jour. 19e étape, l'étape des Landes. Ça faisait un moment que le tour n'y était pas allé. Peut-être qu'il y aura des bordures, mais c'est, je pense, une étape de transition entre les Pyrénées et le contre-la-montre final. Donc, voilà, hein. Je pense qu'il soit une échappée au long terme, soit une étape pour les sprinters. Encore une fois, on va dire sûrement l'étape clé au final, parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas de gros écarts entre les favoris sur les différentes étapes clés, tout simplement. C'est le chrono de Saint-Émilion, c'est 30 bornes, et je pense qu'on connaîtra vraiment le vainqueur du Tour de France sur cette étape-là. À voir si on va avoir le nouveau le droit entre un joli mano à mano entre Pogacar et Roglic. C'est ce que j'allais te dire. Normalement, sur un contre-la-montre aussi plat, ça devrait quand même être pour Roglic. Après, tout peut se passer, c'est le Tour de France. C'est aussi ça un peu la magie de la grande boucle. On peut conclure là-dessus, hein, j'ai envie de te dire, parce que la dernière étape, ça reste la traditionnelle balade des champs. Et au final, Tour de France, enfin, frustrant, c'est typiquement le mot, on va dire. Il y a de quoi faire comme à chaque fois, mais le problème c'est beaucoup trop de descentes. Je comprends pas les arrivées en descente, c'est toujours pareil. Je pense que certaines villes ont dû lâcher un gros chèque pour voir le tour arriver dans leur village ou leur ville, tout simplement, mais ça frustre un peu le spectacle parce que voilà, on sait très bien que les coureurs tentent beaucoup plus quand l'arrivée est au sommet, alors qu'en général, quand l'arrivée est en descente, c'est souvent des étapes où il ne se passe rien, tout simplement. Ouais, je suis d'accord avec toi, totalement frustré et seulement 2 arrivées au sommet, c'est ça, je me trompe pas, je dis pas de bêtises, il me semble. 3 si on compte Tignes, si je dis pas de bêtises. Ah oui, oui, c'est vrai, ouais. Mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est un tour vachement frustrant, surtout que ah, plus les années passent et il y a vraiment une comparaison Tour Giro, je sais pas. On a ce qu'il faut pourtant en France. Après, ouais, des fois, il y a des années, il y a des parcours plus pour rouleurs, mais là, c'est un petit peu abusé quand même. Bah là, on va dire, j'ai peur que les 2 premières étapes en Bretagne, on va dire, sont le tapis et vraiment le reste, c'est la poussière. J'ai l'impression qu'on va retenir que ces 2 étapes-là, où je pense qu'il y aura du spectacle, mais le tour risque de se décider quand même dans les classiques de chrono, quoi, tout simplement. Parce que cette année, on a quand même des jolis Pyrénées, mais pareil, j'ai peur que ce soit pas si dur, quoi, tout simplement. On a bien analysé le parcours. Je te propose qu'on passe maintenant aux différents leaders, entre guillemets, de chaque équipe. On va commencer par l'équipe du vainqueur sortant, l'UAE Team Emirates. Donc, bah, on le présente plus, hein, Tadej Pogacar. Il a fait un quasiment perfect pour sa première moitié de saison. Il a gagné pas mal de courses par étape. Il a juste loupé une fois pour le coche, mais c'était parce qu'il a joué tactiquement.
je le vois bien évidemment comme favori, mais moi, son point faible, ça sera peut-être son équipe, qui semble encore une fois moins bien armée que des Jumbo et des Ineos. Et ce coup-ci, il aura une énorme pancarte dans le dos. Donc à voir s'il arrivera tout autant à gérer seul. Certes. C'est sûr que au moins il aura je pense, la recrue Raphaël Machka avec lui. Mais ça reste un Raphaël Machka qui commence à être vieillissant. Et j'ai peur qu'il soit, on va dire, en difficulté quand même dans les étapes clés. On passe ensuite à la Jumbo-Visma. Bon début de saison pour Roglic aussi, malgré sa malédiction sur les courses françaises. Il perd par une sur chute la dernière étape, on s'en souvient. Il a remporté le Tour du Pays Basque, donc aussi un bon début de saison. Souvenez-vous d'ailleurs, la dernière étape avec David Gaudu. Et après, encore une fois, Jumbo-Visma, ils ont une sacrée armada et il sera très bien entouré. Après, le seul problème avec Roglic, c'est qu'il n'a pas couru depuis Liège-Bastogne-Liège. Ça fera 2 mois tout simplement. Donc à voir comment il sera tout simplement en état de forme. En parlant d'Armada, on peut passer aussi à l'Ineos Grenadiers, qui eux, on va dire, ont potentiellement 4 coureurs qui peuvent gagner, on va dire, le tour, avec Tao Geoghegan le vainqueur du Giro, Richie Porte, l'ancien troisième du Tour de France l'année dernière, Geraint Thomas, le vainqueur du Tour, et surtout, on va dire, celui qui va pouvoir être le leader, si tout se passe bien, c'est Richard Carapaz, l'équatorien qui vraiment qui monte en puissance et qui est l'homme offensif de l'équipe britannique. On passe maintenant à l'équipe d'Astana. Astana qui a d'ailleurs perdu Vinokourov, qui s'est fait limoger, on va dire, tout simplement hier. Giuseppe Martinelli va prendre les commandes de l'équipe. Et on va dire qu'ils ont une équipe, je pense, qui chassera les étapes. Parce que Jakob Fuglsang ne va pas viser le général, tout simplement. Ils ont un Omar Fraile qui est juste monstrueux. Et je pense que si un coureur de l'équipe va remporter une étape, ça sera bien lui. Le néo-champion d'Espagne. Ou, n'oublions pas Lutsenko Ouais, après, qui reste ouais. monstrueux. C'est vrai qu'il a fait un très beau Dauphiné, donc Lutsenko est à surveiller aussi pour une étape, ou pourquoi pas le maillot à poids, qui sait. On passe ensuite à la Cofidis. On en avait parlé en début de saison, je me souviens. Je parlais de Guillaume Martin, pourquoi pas plutôt viser les étapes du Tour. Eh bien, normalement, c'est ce qui devrait se passer. La Cofidis a été sage, ils savent que Guillaume Martin a des grosses carences en contre la montre. Et ils ont fait le choix de plutôt, normalement, viser les étapes. Donc, il y aura une belle équipe autour de Guillaume Martin. Il y aura aussi Christophe Laporte, Jesus Herrada et aussi Anthony Perez. Ensuite, on passe à la Trek. Tout d'abord, on salue leur annonce assez originale de la line-up sur les réseaux sociaux sur le thème d'Astérix et Obélix. Une très belle équipe pour aller chercher les étapes avec Kenny Lisson, Julien Bernard, Mollema, Pedersen ou encore Jasper Stuyven, qui est le vainqueur sortant de Milan-San Remo. Et un Vincenzo Nibali sûrement revanchard et mieux préparé que sur le Giro. Il aura à cœur de briller et de se rattraper. On passe maintenant à la Kubeka Assos qui vient de se rename avec une entreprise dans la crypto-monnaie NextHash. Joli naming, je crois qu'ils font aussi un partenariat avec une marque de luxe. Et puis non, on va dire, ils auront un joli maillot. Après, je ne sais pas s'ils auront les coureurs pour chercher une étape. Je pense qu'on les verra souvent en échappée, mais rien de plus. On passe maintenant en Australie avec la Team Bike Exchange. On aura Simon Yates en leader de l'équipe, épaulé par un Esteban Chavez. Rappelons que Simon Yates a récemment fini 3ème du Giro. Je ne sais pas s'il va être, on va dire, l'homme pour jouer le général. Je pense qu'il va pouvoir décrocher une belle étape. Et Chavez, quant à lui, je pense qu'il jouera le maillot à poids. Parce qu'on va dire que ça peut être vraiment l'homme de la situation. Et pareil, ils ont une belle étape de chasseurs d'étapes avec des Luka Mejgek, Michael Matthews, Amund Grøndal Jensen, un Lucas Hamilton qui monte en puissance, ou encore Luke Durbridge, mais ils ont une très belle équipe. Ouais, c'est vrai. On passe ensuite à la Team Bahrain Victorious, une équipe correcte. Comme Yates, Bilbao sort d'un Giro qu'il finit à la 13ème place. Je ne pense pas qu'il intégrera le top 10. L'équipe a plusieurs hommes capables de jouer des victoires d'étape.
Petit détail aussi sur la Bahrain Victorious. Malheureusement, Marc Padoun ne fera pas le Tour de France. Il a peut-être été un peu trop fort sur le Dauphiné. Le problème, c'est que ça rajoute quelques doutes, on va dire, sur ses performances. Donc, choix de l'équipe ou peut-être ça cache quelque chose. On va pas spéculer là-dessus, mais c'était quand même à souligner. Oui, parce que n'importe quelle équipe ne va pas se priver de l'homme fort du mois de juin, entre guillemets. Ensuite, on passe à l'AG2R Citroën, une très belle équipe pour chasser les étapes, et même un certain Ben O'Connor que l'on avait présenté de très bonnes recrues en début de saison. Et ouais, nous on se mouille avant que les résultats arrivent, hein, que voulez-vous. Il peut peut-être prétendre à un top 10, après ça me semble compliqué parce qu'il a quand même des carences en chrono, mais pourquoi pas aller chercher une étape en montagne. Place à la Movistar. La Movistar qui s'aligne avec une très belle équipe. Un Alejandro Valverde vieillissant, mais surtout un Enric Mas qui marche pas mal. Un Marc Soler également qui marche pas mal. Et surtout un Miguel Angel Lopez qui a été la recrue phare de l'équipe. Toujours pareil avec la Movistar. C'est là, ils ont potentiellement 4 leaders. Tu mets qui en leader? De base, Miguel André Lopez en leader, mais tu connais des Marc Soler qui en font qu'à leur tête, donc on sait jamais vraiment trop qu'est-ce qui va se passer. À voir. En tout cas, je pense que ça annonce une nouvelle très belle série sur Netflix au vu de l'équipe. Oui, je m'étais régalé devant la dernière, que j'ai regardé un petit peu, c'était sympa. La Bora Hansgrohe qui amène une belle équipe autour de Sagan. Également un bel effectif en montagne avec Wilco Kelderman, Emmanuel Buchmann ou Patrick Conrad. Mais moi, l'homme qui a surveillé du côté de la Bora, c'est le jeune Ide Schelling qui marche vraiment pas mal et qui pourrait être une révélation de ce Tour de France. On passe ensuite à la Lotto Soudal. Bon, bah, à chaque preview, du coup, on risque d'en parler de grand tour. Caleb Ewan vient chercher son étape. On rappelle son objectif de gagner une étape de chaque grand tour. Il semble toujours être aussi fort et devrait sans surprise réussir à gagner au moins une étape sur le tour. La question se pose de est-ce que s'il gagne rapidement, partira-t-il aussi vite que sur le Giro? On savait que ça avait fait une petite polémique, mais bon, rien de bien méchant. Et je pense que ça serait logique non aussi qu'il parte pas trop tard afin d'avoir un minimum de forme pour la Vuelta. Et l'équipe après est très solide pour aller chercher les étapes. Alors ensuite, on passe à la Deceuninck Quick-Step. Est-ce que Juan jouera-t-il le général? C'est une question qu'on se pose un peu maintenant chaque année. Il est encore probable en tout cas de le voir peut-être porter le maillot jaune. Après on sait que dans les premières étapes, il y a quand même Mathieu Van Der Poel qui semble très 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 fort. L'équipe est excellente. Il y aura notamment Casper Asgreen et un certain Mark Cavendish. Tu le connais? Non. Il s'agit du retour du plus grand sprinter de tous les temps. Alors oui, vous avez le droit de ne pas l'aimer. Je comprends que certains sur les zones ne l'aiment pas, mais un petit peu de respect quand même. Il comptabilise à lui seul 30 victoires d'étape sur le Tour de France. Il mérite tout simplement qu'on le surnomme ainsi. Et au vu de son retour et de son train, il peut aller chercher une victoire d'étape. Surtout qu'il y a quelques semaines, il nous a sorti un sprint monstrueux sur le Tour de Belgique. Il devance Tim Merlier, Pascal Ackermann, Dylan Groenewegen, Bouhanni, Caleb Ewan, rien que ça. Donc pourquoi pas. Voilà, j'ai fini ma petite tirade. J'ai été soft aujourd'hui. On passe maintenant à une de mes équipes préférées, l'EF Education Nippo. Ils ont une belle équipe avec un Uran qui marche vraiment très fort et qui pourra compter sur son son compatriote Sergio Higuita. Après Higuita, franchement, il me déçoit quand même un peu récemment. Après, ça restera, je pense, un solide équipier pour Uran. On passe maintenant, Cocorico, à la Groupama FDJ. Je pense qu'ils ont une très belle équipe avec un David Gaudu qui aura son premier rôle de leader sur le Tour de France. On ne sait pas trop à quoi s'attendre avec cause des contre-la-montre. Il y a quand même 60 bornes de chrono. Ça reste vraiment son point faible. Mais départ en Bretagne sur ces terres. Donc pourquoi pas choper un maillot jaune à la surprise générale. Et de l'autre côté, il sera épaulé, on va dire, d'un très bon Valentin Madouas. Mais surtout, on va dire, l'atout, on va dire, de la Groupama FDJ, c'est Arnaud Démare. Il aura le train, le train rêvé, le train qui l'a fait remporter énormément d'étapes tout au long de ces 2 dernières années. Donc sur le papier, il pourra décrocher
au minimum une victoire si tout se passe bien. Normalement, ça sera une Groupama FDJ qui devrait repartir du Tour de France avec quelques bouquets si tout se passe bien. On passe ensuite à l'Intermarché Wanty-Gobert. Pas de leader réel, mais comme sur le Giro, pardon, l'équipe peut surprendre et aller chercher une victoire d'étape et me faire fermer mon clapet. Même si maintenant je suis plutôt bienveillant avec eux, c'est vrai qu'ils nous avaient fait une très forte impression au début de Giro. J'espère qu'ils vont pouvoir continuer sur cette lancée et créer la surprise. Ensuite, on passe à l'équipe de pré-retraités Israel Startup Nation. Donc l'équipe de pré-retraités aligne évidemment de très gros noms, mais ont-ils encore les moyens de faire quelque chose? On sait que Froome, c'est un bosseur mais incroyable, il enchaîne les sorties, enfin il fait vraiment tout le possible pour revenir, mais les résultats ne reviennent pas malheureusement. Après, on a vu un petit Greppel aller remporter une petite étape, je sais pas si on peut appeler ça une petite classique espagnole, mais une petite course en espagnol. Après, ils ont quand même un Woods qui fait une très belle saison. Il sera surveillé, tout comme Dan Martin qui avait très bien chassé sur le Giro puisqu'il a remporté une belle petite étape. Donc une équipe quand même assez solide. Oui, une équipe assez solide et surtout, c'est marrant toujours cette expression de pré-retraité parce que, encore une fois, c'est l'équipe la plus âgée sur le Tour de France. Je crois que la moyenne d'âge, c'est presque 34 ans, donc franchement, ça fait sourire. On passe maintenant pareil, à une des équipes qui a vraiment impressionné l'année dernière sur le Tour de France, la team DSM, anciennement Sunweb, avec des gars qui peuvent gagner quasiment sur sur tous les terrains. On va dire avec notamment le sprinter phare Sisbol qui aura avec lui son train de sprinter dont Casper Pedersen ou encore Ekhoff. Mais surtout, on va dire, lorsque la route s'élèvera, et on pourra compter sur Søren Kragh Andersen et surtout Tige Benoot qui recherche toujours, on va dire, des jambes pour jouer le général d'un grand tour. Tige Benoot qui, rappelons-le, n'a que 27 ans. Des fois, j'ai l'impression que ça fait déjà 15 ans qu'il est dans le peloton, mais non, il est encore assez jeune. Ouais, c'est vrai que quand tu le dis, j'ai l'impression que ça fait longtemps aussi qu'on entend parler. Alors, après, on va parler de l'équipe, on va dire, qui nous a fait rêver sur la présentation des équipes de ce Tour de France. C'est l'Alpecin Phoenix avec un maillot en dédicace à Mercier et surtout à Poulidor, à Poupou, le grand-père de Mathieu Van Der Poel. On va pas se mentir, Van Der Poel sera la tête d'affiche de l'équipe. Pourquoi pas décrocher un premier maillot jaune dès sur cette première étape en Bretagne. Mais surtout, l'homme à surveiller sur cette équipe, c'est Tim Merlier. C'est quasiment le meilleur sprinter en activité. Il a fait un Giro franchement très costaud. Et je pense que ce sera l'un des favoris pour le maillot vert. Ouais, plutôt d'accord. Parce que Van Der Poel, il est pas censé aller au bout du tour, je crois. Il va jouer les JO. Donc, je crois pas l'objectif c'est d'aller au bout, mais Tim Merlier, effectivement, pour nous, ça serait pas une surprise de le voir en vert, mais au grand public, ça pourrait être une belle découverte et il risquerait d'exploser. Ensuite, on passe à la Total Energies. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec Lucas. Moi, j'avais dit que la Tour pouvait potentiellement se glisser dans un petit top 10 parce qu'il se débrouille bien contre la montre et que je le vois prendre pas mal d'échappées. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je m'enflamme peut-être un petit peu. Après, l'équipe est correcte et si leurs coureurs sont en forme, ils peuvent aller chercher une étape. Petite mention spéciale quand même à Jérémy Cabot qui va disputer son premier tour à 29 ans, lui qui était passé pro en 2017 chez Roubaix-Lille Métropole. Il avait fait un petit tour chez les amateurs en 2019 au SCO Dijon, il avait écrasé la saison. Donc il a gagné sa place sur le tour après sa magnifique prestation sur le chemin de France, qu'il avait terminé à la 5e place. Il aura fait un très très gros sprint d'ailleurs pour la 3e place. Et du coup, un coureur à suivre, un beau coureur. Ouais, c'est un joli parcours qu'il a eu, donc je pense que ça va être compliqué pour chercher une étape, mais de sûr, on le verra en échappée. Ça se trouve, ça sera le premier attaquant de ce Tour de France et ce ne serait pas une surprise parce qu'il va vouloir montrer le maillot et on va dire, il est là pour ça et je pense qu'il va faire très bien ce job-là. Ensuite, on passe à la team Arkea Samsic. Une belle équipe capable de gagner sur tous les terrains en fait et de jouer un top 10 avec Nero Quintana. Encore une fois, les problèmes des contre la montre, on va pas le répéter trop souvent.
Est-ce que Boigny pourra-t-il aller chercher sa première victoire sur le tour et intégrer le cercle très fermé des vainqueurs sur les 3 grands tours? À voir. Il a paru quand même en forme en début de saison. Après, il avait du mal à conclure certaines fois. Après, il suffit d'une ou une bordure, et c'est lui le mieux placé. Enfin, voilà les aléas de la course. Mais pourquoi pas? Après, équipe bretonne qui débute, on va dire, à domicile. Un petit Warren Barguil qui monte en puissance. Pourquoi pas décrocher pareil un premier maillot jaune. Ça sera normalement l'homme qui devra épauler en montagne Quintana. Moi, je vais en attendre aussi beaucoup, entre guillemets, de Elie Gesbert qui pourrait être la surprise de ce Tour de France. Il a montré qu'il remontait vraiment bien en puissance, qu'il a passé un palier et ça peut vraiment être une des belles révélations de cette grande boucle. Et on finit par une autre équipe bretonne, la BNB Hotel Powered by KTM, avec classique, on va dire pas de surprise non plus dans l'effectif. On retrouve le mythique maintenant Pierre Roland, on va dire le leader de l'équipe en montagne Quentin Paché, un très jeune Maxime Chevalier qui, espérons-le, fera un meilleur grand tour que l'an passé, qui avait débuté assez jeune en tant que néo-pro et franchement c'était très dur pour lui. On peut s'attendre à une victoire, pourquoi pas, d'un Cyril Barth au terme d'une échappée. Et malgré le fait qu'il soit un peu en difficulté cette saison au sprint, il faut toujours surveiller Brian Cocard qui est souvent placé, mais pas encore vainqueur si je dis pas de bêtises. Ou est-ce qu'il a gagné? Non, il n'a pas encore gagné d'étape sur le Tour de France, donc bien sûr ça sera son objectif. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à l'équipe, il y a un petit documentaire de 55 minutes qui est sorti sur France 3 Bretagne, il me semble, qui retrace un peu le début de saison des Men in Glass. Et franchement, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment bien aimé. C'est passé. Enfin, les 55 minutes sont passées en 10 minutes. Voilà. Voilà, c'était l'instant conseil de Guillaume. Voilà. Après les conseils, je te propose, vas-y, on se mouille un peu quand même. Nos pronostics. J'ai bien envie que tu commences ce coup-ci, je t'avoue. Parce que je sais vraiment pas pour le coup ce que t'as mis, donc j'ai pas préparé de chambrage, donc ça va être du naturel. Ça marche. Bon, moi je suis resté, on va dire, dans le classique. J'ai fait dans la sobriété pour le podium. Alors, compte tenu, on va dire, des formes actuelles et même tout simplement de mon avis, je pense que Pogacar va faire le doublé. En deuxième place, un coureur que j'affectionne particulièrement, qui fait le spectacle malgré qu'il soit chez Ineos, c'est Richard Carapaz. Et en troisième position, Primoz Roglic. Donc tu vois Roglic craquer un peu face à Carapaz en montagne. Ouais, en fait, je vois Carapaz être leader jusqu'au dernier chrono et prendre quand même une petite piquette par Pogacar qui rappelons-le, marche comme un avion même au chrono. Bah écoute, moi j'ai hésité grandement entre Roglic et Pogacar, tout simplement parce que l'équipe de la Jumbo est monstrueuse et que Roglic ne devrait pas commettre les mêmes erreurs que l'an passé. La raison me dit Roglic vainqueur du tour, mais le cœur me dit Pogacar. Et moi je choisis le cœur, donc je dirais clairement Pogacar premier, Roglic deuxième et troisième, j'aimerais beaucoup voir Carapaz car c'est un très beau coureur aussi également. J'aimerais beaucoup même le voir mieux que troisième, mais Pogacar est tout simplement monstrueux. Par rapport aux autres, il a peu de carences, à part l'équipe. Et après, c'est pas Roglic, il a fait un énorme début de saison, mais après c'est un peu le point d'interrogation, comme tu as dit tout à l'heure, Roglic n'a pas couru depuis Liège-Bastogne-Liège en fait. Donc à voir. Après, comme dit, il aura le temps de prendre le rythme durant ce tour, hein. Par les 2 premières étapes, après, il aura le temps d'engranger des kilomètres. Et en termes de maillot vert et grimpeur, Maillot vert, en vrai, je pense que Tim Merlier, je te copie dessus, je pense, mais je pense que Tim Merlier sera la belle surprise. Sagan peut-être un peu moins tranchant que les dernières années. Il sort du Giro, qu'il a fait en entier. Et meilleur grimpeur, un petit Ben O'Connor. en fait, le maillot vert, j'hésite quand même parce que on va dire, j'ai parié entre guillemets Tim Merlier, mais compte tenu, on va dire, des formes actuelles, Colbrelli marche comme un avion. Et Colbrelli, on sait qu'il peut marquer des points, on va dire, même quasiment dans des étapes reines, si j'ai envie de te dire. En plus de ça,
il aura le maillot de champion d'Italie sur les épaules. Et pourquoi pas, on va dire, décrocher des belles étapes. Pourquoi pas décrocher un maillot vert. Donc ça peut être intéressant. Et vraiment, compte tenu de sa forme actuelle, ça me fait penser au Sagan des meilleures années, hein. C'est vrai, c'est vrai. Je vais peut-être faire une petite rectification pour le maillot à pois. Ah, je sais pas pourquoi, un petit Pierrot Roland ou un petit mec des Men in Glass, je sais pas pourquoi. Je pense que ça pourrait être un petit objectif pour l'un des coureurs de chez eux. Mais sinon, je reste quand même. De mon côté, je vois bien un petit Nibali remporter le maillot à pois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Se faire un petit kiff comme ça, attaquer, on va dire, de loin, remporter une petite étape, le maillot à pois. Je pense que ça va être compliqué pour le général, donc je le vois bien essayer de remporter un maillot distinctif. Et au niveau des surprises, tu t'attends à quelque chose de particulier, on va dire, pour ce Tour de France en termes de coureurs? Bah, c'est vrai qu'en faisant le tour des équipes, j'ai pas noté d'énormes surprises. Je pense que Ben O'Connor pourrait faire une belle impression. Après, encore une fois, c'est pas un parcours taillé pour lui. Tim Merlier serait une belle surprise une fois que Van Der Poel ne sera plus le leader, j'ai envie de te dire, parce que c'est vrai que, comme à l'image de la saison, il passe un peu en second plan quand Van Der Poel est aligné avec lui. Mais j'ai pas de grosse surprise malheureusement pour ce tour. Bah, comme tu l'as dit, moi de mon côté, en termes de surprise, je vois bien un Ben O'Connor, voire un peu plus haut que toi, je le vois bien dans le top 5. Après, en termes de surprise, cette fois-ci, c'est pas vraiment une surprise, mais plus une déception. Je vois bien Alaphilippe passer totalement à côté de son tour. Il était en deçà quand même sur le Tour de Suisse. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Sur les championnats de France, il a couru à contre-temps. Et vraiment, il n'était pas aussi tranchant que d'habitude. Et j'ai peur que. Après, ça veut dire peut-être qu'il monte progressivement en forme. Et ça voudra dire qu'il joue davantage le général. Mais même, on va dire, en haute montagne, je le vois mal tenir des gars comme Pogacar. Et je le vois vraiment. Allez, s'il remporte une étape, ça serait déjà pas mal. Et on va dire, en termes de super combatif du tour, vas-y, je me mouille directement. Je vois bien un Elie Gesbert qui fait le show, qui remporte pourquoi pas une petite étape pour les boys d'Arkea. Donc voilà. Why not? Il y a un duel qu'on a toujours pas vu sur un grand tour où tu me fais penser vite fait comme ça, que j'adorerais voir, c'est vraiment Bernal Pogacar. Ça serait un duel incroyable, mais bon, on verra ça peut-être l'année prochaine. Ou tout simplement sur la Volta, faut pas oublier. Ouais, c'est sûr que sur le Tour de France, un petit Bernal, là, ça aurait été pas mal. Mais bon, je pense que Carapaz est un digne remplaçant du Colombien. Et pourquoi pas aller voir sur la Volta l'un contre l'autre en mode gladiateur. C'est sûr que ça fera un beau duel. Mais les deux sont encore très jeunes, donc on aura l'occasion de les voir à l'avenir. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour en termes de favoris, étapes, tout simplement nos pronos. Donc j'espère me tromper en disant que le tour sera spectaculaire. Cette année, je pars défaitiste. Je m'attends à rien. Ça se trouve, je serai encore déçu. Mais on va partir du postulat que je peux que être surpris par les prestations des différents athlètes. Je pense qu'ils vont nous faire vibrer. On va aussi retrouver le public, on va dire, sur les routes du Tour de France. Ce qu'on n'avait pas non plus trop vu en cette début d'année en France. Donc je pense que ça va faire du bien un peu à tout le monde. J'espère voir du spectacle. Ça reste le Tour de France. Ça reste la plus grande course du monde en termes d'audience, en termes de public, en termes de tout quasiment. Après, c'est pas le plus beau pays comme le Giro, ça c'est sûr. Mais on a quand même tout pour faire du spectacle. Et comme d'habitude, c'est les coureurs qui font la course. Donc s'ils décident de mettre le feu sur les étapes même ennuyantes, on aura du spectacle. Tout à fait d'accord. Bon, j'étais en train de penser, peut-être que pour la prochaine preview, on vous se retrouvera peut-être pour une demi-finale France-Italie, vu que l'arbre le permet, si on arrive jusque-là, Lucas. C'est ça. Allez, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches, lâcher un petit like,
une petite note, on va dire, sur le podcast, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si ce podcast vous a plu, ça nous a fait plaisir. C'est tout bon de notre côté. C'est tout pour Dossard 13. Ciao, ciao. Ciao.